Bien, je vous propose de démarrer ce webinaire. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire de présentation des appels à projets biomasse chaleur pour l'industrie du bois et industrialisation performante des produits du bois. Donc, je suis Marie-Pierre Dalle, je suis déléguée générale de l'interprofession FIBO Occitanie et je serai votre animatrice tout au long de ce webinaire. Pour le bon déroulement du webinaire, donc je vous rappelle, pensez à couper vos micros. Pour les questions, je vous invite à les poser à travers le chat. Nous serons accompagnés de Guillaume de Brabander de Fibois Sud et de Élise Baden-Berger de Fibois Grand Est qui se chargeront donc de remonter vos questions à la fin de chaque partie de la présentation. Le webinaire est enregistré et sera mis à disposition via les différents réseaux des Fibois. Donc, au programme, je céderai la parole donc, pour introduire notre sujet à Gwenaëlle Bizet, qui est la chef du service régional de la filière forêt DRAF Occitanie. Ensuite, donc, on aura une présentation du réseau des Fibois par Alice Tardy, chef de projet à Fibois France, et par moi-même pour le volet Fibois Occitanie. Et puis, donc, je laisserai donc introduire la présentation des deux appels à projets par Sylvain Bordebeur, qui nous fera un retour sur les appels à projets de l'année dernière. Et puis, Pauline Champeau présentera donc l'appel à projet biomasse chaleur pour l'industrie du bois. Elle est ingénieure biomasse énergie à l'ADEME. Et Sylvain Bordebeur, référent de la filière bois à l'ADEME, nous présentera le projet industrialisation performante des produits bois. On vous propose donc, si les questions se présentent à chaque fin de partie de présentation, donc Élise et Guillaume se chargeront de les remonter. Et puis, bien évidemment, nous garderons un temps en fin de ce webinaire pour des questions-réponses supplémentaires qu'il pourrait y avoir. Du coup, Gwenaëlle, je te laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Puis merci aux organisateurs et aux intervenants également pour l'organisation de ce webinaire. Alors, en termes d'introduction, je vais simplement rappeler le contexte de publication de ces deux appels à projets qui traduisent la mise en œuvre de la feuille de route du secteur forêt-bois dans le cadre de la planification écologique et qui répond donc aux objectifs du programme régional forêt-bois d'Occitanie. Je ferai des petits focus Occitanie, mais c'est valable pour l'ensemble des autres régions. Donc, ces appels à projets s'inscrivent dans une série de mesures et d'appels à projets qui sont déployés dans le cadre de la planification écologique pour l'ensemble de la filière. Et c'est ainsi près de 500 millions d'euros qui ont été inscrits au budget du ministère de l'Agriculture pour ces différentes mesures déployées dans le cadre de la planification écologique. Alors, pourquoi? Parce que la filière forêt-bois, c'est un secteur clé dans le cadre des ambitions climatiques que porte la France. Et en premier lieu, parce que c'est un secteur important au titre de son rôle de puits de carbone. Alors, j'ouvre une parenthèse, puits de carbone, on garde quand même à l'esprit que, notamment en Occitanie, les forêts souffrent et c'est celles qui souffrent le plus sur le territoire métropolitain du changement climatique. Mais c'est pareil en PACA ou en Grand Est également. Donc voilà, donc je referme la parenthèse sur le volet puits de carbone. Et je reviens donc là sur le rôle que tient la filière en tant que rôle de décarbonation de l'économie française à travers donc la production du bois et du matériau bois, dont on connaît tous l'importance à la fois dans la construction, dans la rénovation des bâtiments, mais également dans les autres usages comme l'ameublement ou les emballages. Alors ces appels à projets, ils s'inscrivent dans la trajectoire qui vise à mieux valoriser la ressource forestière française et à renforcer la compétitivité de la filière industrie du bois en visant évidemment une meilleure souveraineté. Vous avez tous en tête les chiffres de la balance commerciale française déficitaire. Et puis également, par rapport à l'Occitanie, ces appels à projets revêtent un enjeu majeur, puisque même si nous sommes la deuxième région forestière française en termes de surface, nous ne sommes que la cinquième région pour le volume de bois récolté et scié, et que la septième en nombre de salariés d'emploi. Donc ces appels à projets sont vraiment d'une grande utilité. Et justement, ces appels à projets, donc, ils s'inscrivent dans la continuité des appels à projets qui avaient été déployés l'année dernière dans le cadre de France 2030, avec un certain nombre de projets lauréats en Occitanie et dans d'autres régions. Les collègues de l'ADEME y reviendront. Et donc, sur le fond, il y a une continuité, mais néanmoins, il y a eu des travaux qui ont été faits et des travaux conjoints entre les ministères concernés et les organisations professionnelles, avec des ateliers de travail, des contributions écrites, pour faire un retour d'expérience des appels à projets et des cahiers des charges de France 2030. Et ça a permis
de faire évoluer ces appels à projets sur certains points et de répondre aux demandes, notamment des organisations professionnelles, à la fois sur les cahiers des charges où il y a une volonté de simplifier. C'était une demande générale pour avoir un peu moins de pièces à déposer, mais là aussi les collègues de l'ADEME y reviendront. Il a également été demandé donc de regrouper autant que possible les appels à projets, ce qui a été fait sur les appels à projets orientés sur le bois construction, où il y a eu un regroupement des parties R&D et de la partie massification et augmentation capacitaire. Il y a eu aussi des améliorations qui ont été apportées au dispositif précédent, notamment sur le sujet IPPB. Vous verrez tout à l'heure, il y a eu des seuils qui ont été abaissés pour permettre à plus d'entreprises d'en bénéficier. Il y a eu des ouvertures à d'autres secteurs que la construction, notamment pour certains axes stratégiques là aussi qui vous seront présentés. Et puis il y a aussi une aide qui est maintenant sous forme de subvention intégrale sans avance remboursable. Avant, dans France 2030, une partie des aides se traduisait par de l'avance remboursable, donc ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc en conclusion, sur IPPB, donc sur l'appel à projet IPPB, il y a eu des travaux qui ont été faits sur les axes stratégiques en priorisant donc les usages longs de la biomasse et en s'adaptant évidemment au contexte actuel de crise et de changement climatique. Là aussi, vous verrez tout cela. Et puis sur BCIB, par contre, là, l'appel à projet a été renouvelé avec assez peu de changements puisqu'il répondait aux besoins et aux objectifs. Donc voilà. Je ne serai pas plus longue pour cette introduction et puis je cède tout de suite la parole aux collègues de l'ADEME. Ah non, FIBOIS, les FIBOIS, présentation des FIBOIS, pardon. Merci Gwenaëlle. Oui, donc en effet, le webinaire donc, est organisé par FIBOIS Occitanie, FIBOIS Sud, FIBOIS Grand Est et le réseau des FIBOIS qui est FIBOIS France en partenariat avec l'ADEME. Et donc je laisse la parole à Alice Hardy pour nous présenter le réseau des FIBOIS. Oui, bonjour. Je peux passer à la diapo suivante. Donc, FIBOIS France, voilà, FIBOIS France fédère et coordonne les 12 interprofessions régionales de la filière forêt bois, qui sont les 12 FIBOIS régionaux. Ces FIBOIS régionaux ont pour mission d'accompagner eux-mêmes et fédérer les acteurs de la filière forêt bois en région, de la forêt, récolte du bois jusqu'aux usages en passant par la première transformation. Ils les accompagnent pour développer les usages du bois dans la construction, l'énergie, l'industrie. Leur mission est aussi de communiquer largement pour promouvoir la filière, les métiers, faire comprendre l'utilité sociale, environnementale et économique de la filière. Les FIBOIS régionaux ont également pour mission de contribuer à la structuration de la filière par l'accompagnement des entreprises, le développement des compétences et la promotion des bonnes pratiques. L'accompagnement passe notamment par exemple par l'accompagnement des porteurs de projets qui souhaitent candidater à ces appels à projets. On vous mettra les contacts de l'ensemble des FIBOIS régionaux à la fin de la présentation. Représenter la filière auprès des acteurs institutionnels et contribuer à la définition des politiques forêt-bois régionales. Et pour donner un exemple concret, je vais laisser FIBOIS Occitanie présenter leur mission, qui est assez similaire à ce qui est fait dans les autres FIBOIS régionaux. Merci Alice. Oui, donc simplement pour donner suite, donc le rôle des interprofessions en région sont notamment d'accompagner le développement économique de la filière. Donc c'est pourquoi on retrouve au sein de notre conseil d'administration, au sein de nos adhérents, des organisations professionnelles, des entreprises, et puis nous collaborons énormément avec des partenaires techniques, financiers. Voilà, donc aujourd'hui, sur notre interprofession Occitanie, nous avons 164 adhérents et 13 organisations professionnelles. Et bien évidemment, nous appartenons au réseau des FIBOIS qui est FIBOIS France. Voilà, donc nos missions générales et transversales sont l'animation, la coordination des réseaux professionnels de partenaires de la filière forêt-bois à travers différentes actions, donc des actions d'accompagnement des entreprises, des actions de promotion du bois dans la construction par exemple, de communiquer sur la filière et d'en faire sa promotion, d'accompagner les entreprises dans leur positionnement sur leur marché, dans leur projet de développement. Les webinaires sont un des leviers d'action que nous proposons, et de représenter la filière donc auprès des instances locales, régionales et nationales, comme cela a été dit par Alice. Voilà, aujourd'hui, dans l'ensemble des régions, et notamment dans la nôtre, donc, nos actions sont encadrées par un contrat de filière qui est travaillé au sein de l'intégralité de cette filière et avec nos partenaires que sont l'État et la région notamment. Et donc notre prochain contrat de filière qui va courir jusqu'en 2026 a 4 grands axes stratégiques qui sont mieux faire connaître la forêt et la filière, qui sont d'aller vers une filière plus fédérée, plus structurée, plus collaborative et plus performante, de rendre les métiers de nos filières attractifs
et des formations qui soient adaptées aux besoins de nos entreprises, et puis de mieux connaître, de mieux suivre l'évolution de notre forêt et de notre filière au niveau économique. Je vais, pour poursuivre ce webinaire, laisser la parole à Sylvain Bordebeur, qui est le référent filière bois à l'ADEME, et qui va nous présenter un peu un retour des lauréats et des actions qui ont été financées par ces appels à projets l'année dernière. Oui, bonjour à tous et merci pour l'organisation de ce webinaire. Pour nous, c'est effectivement assez important qu'il y ait un portage aussi par les interprofessions du bois, hein, puisqu'on sait que c'est des projets territoriaux et que vu les délais qui sont assez courts, on s'en excuse aussi. Bon, alors même si on est dans la continuité de dispositifs précédents et qu'on avait déjà eu pas mal de discussions pour les annonces de ces dispositifs, c'est vrai que ces dispositifs arrivent relativement tard en termes de lancement, ce qui fait que les dépôts, la première clôture arrive au mois de juin, et donc il y a besoin d'accompagner au mieux, et on sait que les structures, notamment les FIBois, sont les plus à même de pouvoir aider au dépôt de ces projets. Donc, premier point aussi important, c'est qu'il y aura une deuxième clôture, hein, donc on reviendra dessus derrière. Donc voilà, donc peut-être la slide d'après. Donc on a voilà, des dispositifs importants qui n'étaient pas tout à fait équivalent. Il y avait le BCIB qui existe et donc qui continue. Donc lui, il est pareil, on reviendra dessus derrière. Avant, on avait effectivement deux dispositifs différents. On avait un dispositif SCB, très orienté spécifiquement sur la construction bois, mais avec tout ce qui est, avec toute la filière quand même de transformation, mais à usage exclusif construction bois. Et puis un autre dispositif, donc plutôt orienté recherche, et les deux maintenant sont fusionnés. Donc sur le dispositif SCB, on a eu des projets, donc vous voyez, 71 lauréats sur 107 déposés. Alors c'est important d'évoquer le fait qu'il y a toujours dans ces dispositifs, malheureusement pour les candidats, un peu de sélectivité, mais elle n'est pas si énorme que ça par rapport à d'autres dispositifs, hein. C'est-à-dire qu'on se retrouve quand même avec un nombre assez important de projets candidats qui sont lauréats. Que ce soit d'ailleurs pour l'appel à projet SCB ou l'appel à projet BCIB. Alors, dans la cartographie, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Tous les projets qui sont avec des flammes sont les projets BCIB. Alors pourquoi on a fait une carto où on a relié les deux? C'est parce que, évidemment, on a des projets communs. C'est-à-dire qu'on a des projets où on va avoir des développements sur la partie énergétique et la partie séchage qui sont corrélés au développement de l'activité, hein, ce qui est assez logique, hein, quelque part, puisque quand on va développer son activité, on va en général avoir des besoins énergétiques supplémentaires qui peuvent être liés au cœur de l'activité si on est sur du séchage de bois d'œuvre, ou éventuellement sur une diversification s'il y a d'autres activités, notamment de granulation. Et puis on a touché globalement un peu les différents secteurs, hein, de la première à la seconde transformation, que ce soit des scieurs feuillus ou résineux. Donc là, pour les distinguer, c'est les petits arbres. Alors d'ailleurs, je vois que oui, ils ont bougé un peu sur la carte, mais c'est pas très grave. Les scieurs feuillus doivent être en vert, si je dis pas de bêtises, et les scieurs résineux en violet, ou c'est peut-être même l'inverse, j'ai un petit doute. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Bon, je dis pas de bêtises. Voilà, et donc c'est vrai qu'on touche les différents territoires. Alors c'est assez logique qu'on ait plus de projets dans les régions forestières, hein, que dans les projets où il y a moins de ressources, mais il y a quand même des projets. Je pense notamment par exemple à la Bretagne, hein, qui a des projets assez importants, qui est pourtant une région assez peu forestière. Et donc voilà, il n'y a pas de logique de répartition entre guillemets budgétaire par région. C'est vraiment avant tout la cohérence et la pertinence des projets qui sont à l'origine finalement de cette sélection. Si on passe donc peut-être à la diapo d'après, sur les retours, alors plutôt en termes voilà, de quelques indicateurs, hein, qui permettent de voir voilà, évidemment, c'est comme l'a rappelé le CERFOB, on s'inscrit donc dans des logiques de stratégie nationale en termes de développement de la filière forêt-bois. Là, on parle vraiment des dispositifs qui sont aval, hein, puisqu'il y a aussi des dispositifs plus amont sur les questions de renouvellement forestier ou autres. Là, c'est vraiment une logique d'arriver à mieux transformer en France. Et il y a une double logique, hein, une logique évidemment environnementale pour réduire l'importation notamment de produits finis, hein. On sait qu'on est assez dépendant et que notre balance commerciale n'est pas très bonne.
Et puis une logique d'apporter plus de valeur ajoutée et une logique de souveraineté. On a une ressource forestière très importante en France. On devrait théoriquement, sur la plupart des produits, être capable d'être autonome. Et donc, on a certains types de produits où on est particulièrement déficitaire, c'est notamment les bois d'ingénierie dans la construction, et c'est un des volets qui reste une priorité, enfin qui était déjà une priorité des dispositifs précédents et qui reste une priorité des dispositifs actuels. Puisque même avec les 360 000 m3 supplémentaires de production qui seront générés par les projets précédents, on restera déficitaire et donc il y a besoin encore de continuer à développer notamment la seconde transformation, peut-être encore un petit peu plus que la première, parce qu'on voit que l'impact a quand même été très conséquent. Enfin, si évidemment tous les projets se concrétisent, on a un impact qui est quand même très conséquent avec plus 15% de capacité de sillage au niveau national. Et puis un volet plus panneau, qui est aussi un volet assez stratégique, et on verra dans le dispositif actuel qu'il y a aussi un gros volet autour des produits bois en fin de vie, donc qui sont en règle générale liés à la production de panneaux. Et le volet financier, on est sur quand même un effet levier. Alors pour nous, c'est toujours important, hein, pour les fonds publics. Là, on se retrouve à 1 euro d'aide publique pour, on va dire, 5 euros d'investissement, enfin même plus que 5 euros, 6 euros d'investissement. Donc c'est un effet 1 pour 6. Donc pour nous, c'est extrêmement positif. Ça veut dire que ça booste, on va dire, les investissements dans la filière. Et c'est un peu la même chose donc si on passe sur le volet BCIB, peut-être le slide d'après. Oui, alors l'appel à projet SIC, je ne rentre pas dans le détail parce que ce qui serait le plus intéressant pour vous, mais on est sur des projets qui viennent d'être contractualisés, donc quelque part, on n'a pas beaucoup de retours sur le contenu à faire valoir, puisque c'est des projets qui s'étalent un peu dans le temps, hein. Les projets SIC, c'était donc de soutien à l'innovation. On est beaucoup sur des projets collectifs de caractérisation de bois, sur 2 thématiques liées fortement au bois, c'est le risque incendie et la caractérisation des essences feuillues, notamment pour un usage en construction. Et là, on est sur des programmes de caractérisation assez longs de plusieurs années. Donc, évidemment, comme c'est des projets alors c'est ce point important, c'est que c'est des projets avec une logique de bien commun, c'est-à-dire que ces projets sont fortement financés, mais ils doivent irriguer toute la filière. C'est-à-dire que tous les projets feront l'objet d'une diffusion publique avec une réalisation possible des résultats. Et donc, du coup, il n'y a pas de logique de propriété d'entreprise. Mais on aura donc des résultats plutôt d'ici peut-être au minimum, à mon avis, 24 mois. Si on passe sur l'appel à projet BCIB, et puis après je laisserai la parole à Pauline pour détailler, là on a eu un bilan aussi assez positif. On est à chaque fois sur une dizaine de projets par session, on a 2 sessions par an qui sont retenues, des projets assez variés, puisque voilà, dans l'énergie, en fonction des usages et de la taille des entreprises, on peut avoir des puissances. Voilà, alors nous on est la gamme, on peut même avoir des fois des projets plus petits, mais ils ne sont pas financés dans ce cadre de ce dispositif-là. Là, nous on commence en gros à 1 MW de puissance. On verra qu'il y a eu quelques évolutions, ça peut peut-être descendre jusqu'à 500 kW, mais en règle générale, voilà, on est à peu près à 1 MW en minimum, et puis on a des projets qui dépassent les 50 MW, notamment dans l'industrie panneaudière. Et puis avec des conséquences, voilà, c'est des chiffres globaux, donc qui n'intéressent pas forcément un porteur spécifique, mais c'est vrai qu'on se retrouve à avoir une quantité d'énergie thermique quand même très significative, hein, quand on se rapproche des 2 TWh par an, avec aussi une production électrique complémentaire dans le cadre de cogénération, et un impact sur le volume de bois séché, qui est quand même un des objectifs majeurs de ce dispositif. Voilà, et puis pareil, l'effet levier, on est à peu près à 1 pour 3, c'est-à-dire là, on est sur des subventions qui sont un peu plus fortes, parce que voilà, sur les sujets énergie, les investissements sont vite très lourds, sur la partie notamment chaudière, et donc du coup, on a des financements qui sont un peu plus importants en termes de taux. Voilà, je laisse Pauline continuer. Merci Sylvain. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais donner la parole à Pauline Champeau sur la présentation de l'appel à projet biomasse chaleur pour l'industrie du bois. Merci beaucoup. Donc cet appel à projet BCIB, on peut tout de suite passer, je pense, à la slide suivante. C'est un appel à projet qui est maintenant relativement bien identifié dans l'industrie du bois, puisque ça va être la 3e année qu'on relance ce dispositif. Puisque voilà, il a été lancé pour la première fois en 2022.
Cet appel à projet, il a 2 grands objectifs, développer les capacités de séchage de bois matériaux dans les industries du bois et puis augmenter l'autonomie énergétique des industries du bois. Pour cela, cet appel à projet BCIB, il permet d'accompagner la mise en place d'une chaufferie biomasse et ou le développement de nouvelles capacités de séchage. On note aussi que dans cet appel à projet, les installations de cogénération sont éligibles avec des conditions qu'on verra ensuite, qu'on détaillera ensuite. Et puis, le renouvellement d'installations existantes est également possible sous conditions. Évidemment, là, tout ce que je dis, c'est bien une synthèse de ce que vous pouvez retrouver dans le corps du texte de l'appel à projet, qui est téléchargeable sur la plateforme Agir. Donc cet appel à projet, il s'adresse aux industries du bois manufacturières. Donc pour les codes NAF, en résumé, c'est les rubriques C16 et C31. Et donc on y retrouve les scieries, les fabricants de panneaux et les entreprises de l'ameublement. À noter que comme lors des sessions précédentes, les industries de granulation et de bois de chauffage qui ne sont pas associées à une activité de transformation de bois d'œuvre ne sont pas éligibles. Et puis, voilà, l'ensemble du territoire national est concerné, y compris les Dramcom. Et enfin, donc, c'est vrai que je profiterai de cette présentation pour insister un peu sur les évolutions, mais la première évolution par rapport à la session précédente, c'est le seuil minimum de production thermique qui baisse oui, de 4000 à 3000 MWh par an, c'est-à-dire à peu près des tailles de chaufferie à partir de 0,5 MW de puissance thermique. Passer à la slide suivante. Merci. Donc, le récapitulatif des équipements éligibles, qui est aussi donc consultable dans le texte de l'appel à projet. Globalement, donc évidemment, les générateurs de chaleur biomasse sont éligibles, y compris les équipements qui peuvent permettre d'améliorer le rendement des installations, comme les économiseurs ou les condenseurs. Et puis donc tous les équipements qui sont associés à ce générateur de chaleur, les systèmes d'alimentation, de préparation des combustibles, etc. Puis les systèmes de traitement de fumée. Et donc sont également éligibles les équipements spécifiques à la production d'énergie dans le cadre d'une cogénération, donc des turbines ou des cycles ARC. Ces équipements sont éligibles si et seulement si la production électrique prévu correspond aux besoins du site, et puis à condition de respecter une efficacité énergétique élevée. Et puis donc les séchoirs sont également éligibles, donc des séchoirs de bois d'œuvre, de bois bûche et pour l'industrie du panneau. L'adaptation de séchoirs existants est éligible. Par contre, tout ce qui est séchoir pour sécher de la sciure, comme pour de la granulation par exemple, ne sont pas éligibles. Alors, donc là, un rappel des points essentiels d'un projet biomasse énergie. Donc, évidemment, commencer par conduire au préalable une démarche d'économie d'énergie pour avoir une installation biomasse qui est optimisée par rapport aux besoins du site. Et puis, évidemment, pour meilleure efficacité et ne pas consommer inutilement de la biomasse dans un contexte évidemment où il y a des tensions qui apparaissent sur cette ressource. On va chercher aussi à optimiser le rendement thermique de l'installation pour limiter les fonctionnements à un taux de charge réduit notamment. Donc ça, évidemment, ça permet derrière d'avoir une meilleure qualité de combustion avec un meilleur rendement et puis en limitant les impacts négatifs sur la qualité de l'air. On va chercher à définir un plan d'approvisionnement en biomasse qui, évidemment, est garanti dans le temps et puis qui préserve l'environnement et les usages existants. Donc, voilà, on cherche à limiter les conflits d'usage. Sur de nombreux projets BCIB, on est aussi en grande partie en autoconsommation, mais ça ne veut pas dire qu'il faut bien préciser les anciens usages et préciser qu'il n'y aura pas de conflit d'usage quand on vient monter un projet BCIB. On cherche toujours à préserver la qualité de l'air avec des traitements de fumée performants et puis à optimiser le montage technique et financier, donc en demandant une aide qui est aussi en adéquation avec son projet et ses besoins. Et puis, il est possible donc même recommandé de mener une étude de faisabilité en amont. Et pour ça, il y a un soutien possible de l'ADEME
Vous avez donc le lien là vers la page qui permet de faire ces demandes. Et puis, vous pouvez aussi vous adresser au correspondant ADEME en direction régionale pour ce type de soutien. Et vous avez la liste des correspondants régionaux dans les annexes de l'appel à projet, du texte de l'appel à projet. Donc, les modalités, comme ça a été expliqué rapidement par Sylvain, donc il y a 2 sessions qui sont prévues sur cet appel à projet. Donc, une première clôture au 27 juin. Comme le disait Sylvain, ça va venir assez rapidement. Et on aura ensuite une seconde clôture en fin d'année. La date sera communiquée et précisée un peu plus tard. Les modalités de versement, comme ça a été aussi dit en introduction, alors sur le BCIB, il n'y a pas d'évolution, on est à 100% de subvention, donc pas de logique d'avance remboursable. Et puis ensuite, on est sur une logique d'étalement des versements au fur et à mesure de la vie du projet. Donc les premiers versements dès les premières dépenses. Et puis ensuite, on a donc 60% au moment de la préparation de la chaudière et puis du lancement, de la mise en service. Et ensuite, on a les 40% restants qui sont conditionnés à l'atteinte d'objectifs de production de l'installation qualitatif et quantitatif. Donc, le solde intervient à peu près 4 ans après la mise en service. Et puis, donc, quels sont les taux maximum? Donc, j'insiste bien, c'est de taux maximum, mais il y a une logique de mise en concurrence, donc il faut bien adapter sa demande d'aide à ses besoins. Donc, sur l'installation de production d'énergie, pour une petite entreprise, on va pouvoir demander jusqu'à 65% d'aide, 55% pour une moyenne entreprise et 45% pour une grande entreprise. Quand le projet, c'est de renouveler une installation de production d'énergie sans augmenter les capacités, on recommande une cible de 30% d'aide. Et puis, sur les séchoirs, c'est une aide maximum de 30%. Donc, cet appel à projet, il rentre bien dans une logique de sélection. On vient classer les différents candidats et retenir donc les meilleurs projets. Et donc, un certain nombre de notes, ça c'est une évolution aussi par rapport à l'année dernière, puisqu'on avait 6 critères sur une note globale de 60. Et là, sur cette session, on pondère un peu plus les critères, puisqu'ils ne sont plus, ils n'ont plus tous le même poids. Et donc, on a une note sur 100. Voilà, avec également ces critères qui sont à consulter dans le texte du cahier des charges. Mais globalement, on retrouve les mêmes catégories, donc l'augmentation des capacités de séchage de bois matériaux, le ratio d'aide en euros sur les mégawattheures produits. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien dimensionner sa demande d'aide par rapport au projet. La qualité et la cohérence du plan d'approvisionnement, l'efficacité énergétique environnementale, la maturité du projet, et donc un nouveau critère qui fait son apparition dans cette nouvelle session de l'appel à projet BCIB, c'est le ratio chaleur destinée au séchage de bois matériaux sur la production de chaleur totale, en cohérence avec le dimensionnement énergétique de l'activité. Donc là, l'idée, c'est bien qu'on priorise les projets de séchage de bois matériaux ou bois d'industrie par rapport à des projets qui se destinent ensuite à faire de la granulation, par exemple. Et puis donc, un bonus de 10 points est attribué aux scieurs de feuillus. Et on passe à la slide suivante. Donc voilà, le rappel des éléments qui sont attendus dans le dossier de candidature. Et ça, tout est téléchargeable sur la plateforme Agir. Et donc, il y a des pièces qui sont plutôt techniques, avec un fichier technique et économique, le plan d'approvisionnement et le dossier technique. Et puis après, il y a tout un ensemble de documents qui sont plutôt administratifs et puis des documents financiers qui sont à déposer sur la plateforme Agir. Alors, si Merci, c'est fini, Pauline. Est-ce qu'il y a des questions, Guillaume? Alors, nous avons une première question de Sébastien Guillet. Y a-t-il des aides équivalentes pour le bois bûche et la granulation, comme c'est exclu à l'appel à projet? Non, actuellement, il y a eu un dispositif sur la granulation l'année dernière. C'était un dispositif spécifique pour les granulés à gisement diversifiés. Donc, l'objectif, c'était d'utiliser des
des ressources autres que du résineux pour produire des granulés. Mais à ce stade, voilà, il n'y a pas d'information sur un renouvellement, donc la réponse actuelle, c'est non. Alors, Monsieur Guillet, je vous invite à vous rapprocher du FIBOIS régional auquel vous appartenez et poser votre question. Il y a peut-être des aides aussi plus localisées qui peuvent intervenir. C'est le cas notamment. Alors, si vous êtes du Sud, la région Sud intervient à hauteur de 25% des investissements pour la granulation notamment et bois bûches. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Merci Pauline. Je vous propose de passer à la présentation de l'appel à projet industrialisation performante des produits bois avec Sylvain Bordebeur. Oui, donc je vais continuer. Alors c'est vrai que le dispositif, les deux sont intimement liés, mais c'est vrai que BCIB, les critères sont aujourd'hui définis voilà, depuis plusieurs sessions. Donc il y a une évolution un peu progressive des critères, hein, comme l'a expliqué Pauline. Alors que là, sur IPPB, donc il y a aussi un peu d'antériorité, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, il y avait deux dispositifs précédents, l'appel à projet SCB et l'appel à projet SIC. Donc quelque part, il y a des liens, mais cet appel à projet IPPB, il est quand même un peu nouveau dans sa logique, notamment parce qu'on a introduit des axes qui sont prioritaires, un peu aussi en lien avec l'introduction hein, qui a été faite autour des problématiques, je pense notamment au changement climatique, où on sait qu'il y a une forte vulnérabilité de la filière forêt-bois dans son ensemble, puisque si on a des difficultés à avoir des ressources bois, on aura forcément des difficultés derrière dans la transformation, et on va potentiellement un peu subir, même si justement le but c'est que les industriels du bois ne le subissent pas trop et anticipent un peu par des projets la capacité à transformer et valoriser des ressources bois qui seront peut-être de qualité assez hétérogène, voire des bois justement dépérissants qui vont poser peut-être potentiellement quelques soucis. On est dans un dispositif qui cherche à valoriser donc les différentes ressources bois, hein, quels que soient les territoires, et notamment les ressources qui sont aujourd'hui peu exploitées. Hein, et dans une logique d'usage à longue durée de vie. Donc ça, c'est un peu le principe de hiérarchisation des usages, c'est-à-dire qu'on vise quand même avant tout des usages longs, mais pas que, puisque dans ce dispositif, vous verrez qu'il y a 3 axes qui sont destinés à tous les usages, quels qu'ils soient, le but étant avant tout une optimisation des procédés. Alors que sur le 4e axe, vous verrez que c'est un axe qui est exclusivement pour des usages constructifs. Ça se destine de la même manière que BCIB, on est sur les mêmes logiques en termes de cibles. On est avant tout sur les acteurs économiques de la transformation du bois, hein, première et seconde transformation, y compris aussi des logiques d'assemblage hein, pour le secteur de la construction. Et dans tous les projets, même des projets qui sont à vocation, on va dire, de recherche, il y a la volonté d'avoir systématiquement un partenaire de la filière bois pour garantir aussi le, le volet industriel. Les projets, c'est sur tout le territoire national, hein, ça inclut aussi les DROMCOM, et on est sur des seuils, donc ça a été rappelé, hein, il y a une volonté de toucher un peu plus des projets de potentiellement un peu plus petite taille, en abaissant le seuil qui était préalable de 2 millions d'euros, il passe à 1 million d'euros sur les projets industriels et à 500 000 euros, donc ça c'était déjà vrai pour l'appel à projet SIC, pour les projets de recherche, développement et innovation, hein, RDI c'est l'acronyme, et pour les projets dans les DROMCOM. On a donc 4 axes. Le premier axe, donc lui, il est vraiment destiné à ce volet adaptation au changement climatique, mais au sens pas forestier, mais au sens transformation, où on peut retrouver aussi bien des projets qui s'adaptent sur les spécificités des qualités avec une flexibilité des outils, notamment sur les lignes de sillage, et aussi toute la partie stockage et tri des ressources en amont donc sur des plateformes qui pourraient être dédiées à ces bois dépérissants. Voilà, donc ça, c'est des exemples. Hein, alors, à chaque fois, hein, sur ces axes, il y aura la volonté d'être en capacité de justifier
de ce caractère, on va dire, sinistré, dépérissant, vulnérable ou sous-exploité. C'est-à-dire que dans le dossier, le porteur devrait être en capacité de s'engager sur la transformation de ces bois-là et de montrer en quoi cette ressource elle est disponible dans le territoire concerné, notamment dans la durée, puisque voilà, le but aussi dans les investissements, et c'est aussi la logique de l'industriel, c'est de s'inscrire dans la durée. Alors, l'axe 2, donc là, je vais passer aussi assez vite, hein, c'est un axe plus classique, entre guillemets, autour de l'économie circulaire. Nous, on y est aussi fortement attaché, hein, c'est pour optimiser finalement la boucle de transformation du bois, d'arriver à valoriser aussi toutes les ressources bois en fin de vie. Elles sont en quantité assez importante, hein. On estime à peu près à 8 millions. On a une étude d'ailleurs qui est en cours et qui devra être diffusée assez prochainement sur spécifiquement les gisements de bois en fin de vie. On est à peu près à 8 millions de tonnes de ces bois-là, que ce soit sur des ressources type ameublement en fin de vie ou tout ce qui est bois issu de la déconstruction. Et donc là, l'objectif, c'est d'arriver à leur retrouver, enfin, à les remettre dans le circuit. Donc classiquement, on produit certains types de panneaux quasiment exclusivement à partir de ces ressources bois en fin de vie. L'idée aussi, c'est de diversifier, d'avoir de nouveaux types de panneaux, de pouvoir produire finalement plus de panneaux pour les différents secteurs, que ce soit l'ameublement ou la construction, à partir de cette ressource. L'axe 3. Alors l'axe 3, il se divise en deux sous-axes, même si finalement la frontière peut des fois être un peu mince, mais on a un axe 3A où on est vraiment sur l'innovation. Donc là, ça reprend un peu tous les volets. Alors à la fois ce qu'on avait dans SIC autour de la caractérisation des bois, notamment des bois feuillus, ou des problématiques incendie, mais ça reprend aussi toutes les logiques d'optimisation de procédés, mais au sens innovation, c'est-à-dire quand on va finalement développer des nouveaux procédés qui permettent parfois d'aboutir à des nouveaux produits, alors que dans le cadre de l'axe 3B, on est plutôt sur de l'optimisation, mais sur des technologies existantes ou incrémentales, mais en fait, on va dire, on n'est pas sur du développement des nouvelles technologies dans l'axe 3B. Donc c'est là où est un peu la différence, c'est que d'un côté, on est plutôt sur des technologies matures dans le 3B et on va mettre en place ces technologies pour permettre d'avoir des optimisations à la fois matière et énergie, alors que dans l'axe 3A, on va vraiment être sur des logiques d'innovation sur tous les volets produits et procédés. Et le dernier axe, l'axe 4, vise à accompagner tous les projets de développement de transformation du bois, mais dans une logique de valorisation dans la construction. Donc là, en fait, il n'y a pas forcément une logique par rapport à tous les autres axes où on est soit sur une ressource spécifique sur l'axe 1, sur l'axe 2, pareil, sur les bois en fin de vie, c'est une forme de ressource spécifique. L'axe 3, on est vraiment sur de l'optimisation matière-énergie. Si on est après sur l'axe 4, on est vraiment sur du développement d'activité sans forcément qu'il y ait une optimisation matière ou énergie. Mais pour le volet construction, et notamment ce que j'évoquais un peu tout à l'heure sur les bilans, c'est qu'on souhaite continuer à renforcer les lignes de transformation, notamment de bois d'ingénierie, pour permettre d'être plus autonome sur le marché français. Voilà pour les 4 axes. Le calendrier, alors c'est vrai que c'est sous une autre forme, on n'a pas forcément été totalement homogène, mais là, on est la même chose que le BCIB, hein, ça a été rappelé, hein, c'était une volonté aussi d'arriver à regrouper et avoir une lisibilité aussi pour les porteurs de projets qui auraient d'ailleurs un projet à la fois énergie et un projet de développement d'activité. Évidemment, ils sont obligés de déposer aux deux dispositifs, mais le calendrier est le même. Et c'est d'ailleurs important, si vous avez deux projets, de faire le lien. On le fera nous naturellement, mais c'est important de faire le lien dans vos dossiers. Et puis donc avec une vague 1 donc, qui est assez rapprochée avec la date du 27 juin, et puis une vague 2 qui sera à la fin de l'année. Peut-être un petit point que je peux rappeler. Oui, voilà. Donc les modalités, c'est un petit peu différent, mais on se rapproche des modalités du BCIB, hein, on est à 100% subvention, donc il n'y a pas cette logique d'avance remboursable. On a une part d'avance, donc il y a 15%, donc c'est la même chose. La seule différence, c'est que là, on a un versement important en fait qui est à la réception, donc c'est un peu la même chose hein, que dans BCIB, à la réception des équipements, et une partie seulement sous forme de solde qui est liée à l'exploitation, donc c'est-à-dire la mise en œuvre du projet, mais pour vérification, et notamment pour l'axe 1, comme ça porte sur des ressources spécifiques, il y a la volonté de garder une part d'aide
conséquente sur une logique de résultat, c'est-à-dire de garantir qu'on a bien utilisé les ressources qui étaient précisées dans le dossier, notamment quand c'est des ressources dépérissantes ou sous-exploitées. Et puis, alors sur les taux d'aide, c'est beaucoup plus complexe de se positionner hein, parce qu'il y a des régimes d'aide assez différents en fonction des axes. Et donc les taux sont. Donc vous allez retrouver les taux d'aide par régime. Il y a une annexe spécifique dans le cahier des charges, mais nous, en tout cas, à ce stade-là, on ne peut pas préciser vraiment un taux d'aide maximum. C'est vraiment un peu au cas par cas. Et puis, je rappelle hein, ce qu'a dit Pauline, hein, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'aide systématique, hein, c'est pas un taux d'aide, voilà, même que Pauline l'a évoqué tout à l'heure, hein, les 45 à 65% de taux d'aide, c'est des taux maximum, et c'est aux porteurs de projet de justifier de l'incitativité de l'aide et de dire en quoi finalement l'aide va permettre de déclencher le projet et en quoi elle est nécessaire par rapport à son plan de financement global. Et c'est vrai que plus l'aide publique demandée est importante, plus on va vérifier aussi la capacité financière de la structure à mener le projet. C'est vrai que c'est quand même rassurant aussi pour les fonds publics quand on sait qu'il y a des fonds privés aussi importants derrière à côté. Si le projet est avant tout s'appuie avant tout sur des fonds publics, on a quand même une petite crainte sur la pertinence aussi industrielle du projet. Voilà, et puis bon voilà, le contenu du dossier, alors ça a été rappelé en introduction hein, par Gwenaël, on a cherché à simplifier. Alors, vous nous direz peut-être les porteurs que ce n'est pas suffisamment le cas, et même les Fibois nous le diront peut-être aussi que ce n'est pas assez, mais on a cherché à rendre en tout cas les dossiers un peu plus lisibles, un peu moins d'annexes, un peu moins de choses à remplir. Donc au moins sur le plan administratif, ça devrait être un peu plus léger. Ça n'empêche quand même qu'on demande voilà, quand même quelques documents pour aussi garantir l'instruction, sachant que on a une période, en fait, après le 27 juin, une fois que les projets sont déposés, on a une période en gros qui sera en grande partie courant de l'été et un peu début de l'automne pour faire les allers-retours nécessaires s'il y a des questions. Et donc, voilà, on s'est mis en ordre de marche pour aller le plus vite possible. Et vous pouvez évidemment nous poser des questions. Alors, on va dire qu'il y a deux types, hein, je préfère le dire, c'est aussi l'objectif de ces webinaires. Soit c'est des questions un peu globales, hein, de compréhension hein, du cahier des charges, et là, c'est vraiment notre rôle de vous répondre parce que ça peut même intéresser tous les porteurs, et donc que ce soit une question un peu spécifique par rapport à un projet pour savoir si ça rentre bien dans les axes, ou si c'est une question un peu de compréhension à l'intérieur même des documents de dépôt, là, il n'y a aucun problème, il y a une adresse mail spécifique, l'adresser à l'ADEME. Si après, c'est plus une question d'accompagnement et pour réaliser le dossier et de pouvoir le déposer, là, on sera plus sur une logique peut-être de revenir vers les Fibois, vos structures qui pourront vous aider à déposer dans une certaine limite. Hein, je laisse les Fibois éventuellement réagir. C'est-à-dire que ça dépend aussi un peu de la complexité des projets. Mais nous, voilà, on ne pourra pas vous accompagner pour réaliser tout votre dossier. Par contre, on pourra répondre aux différentes questions. Et même, on propose, enfin ça c'est le cas dans les deux dispositifs, de faire une réunion spécifique si vous avez besoin pour évoquer votre projet. Et donc les critères de sélection, donc ils sont un peu moins bordés entre guillemets d'un point de vue notation. Hein, BCIB, il y a un peu plus d'antériorité. Les projets sont beaucoup plus homogènes les uns avec les autres, hein, puisque c'est des projets énergétiques et de séchage. Là, dans le cas de IPPB, la variété des projets peut être assez importante. Donc on n'est pas sur une logique forcément. Enfin, à la fin, on aura peut-être une logique de notation, mais qui sera propre à l'instruction. Mais voilà, on a des critères quand même, on cherche à objectiver évidemment au maximum l'instruction, et vous voyez en fait en fonction des critères, il y a quelques précisions. Évidemment, bon, il y a une volonté d'aller vers certaines ressources bois qui sont aujourd'hui peu ou pas exploitées. Ça a été moins le cas sur les dispositifs d'aide précédents, mais c'est vrai qu'on a poussé un peu les curseurs sur la transformation notamment de certains bois résineux. Donc si demain il y a des avis réservés ou défavorables sur le plan d'approvisionnement, ces projets-là ne seront clairement pas retenus. Donc ça peut être dans certaines régions une problématique. Le développement de l'activité, c'est évident, hein, puisque le but est d'arriver à répondre à des marchés existants ou des nouveaux marchés, mais notamment sur des usages à longue durée de vie, sur des produits à plus forte valeur ajoutée. L'optimisation des procédés, c'est aussi en lien avec soit spécifiquement l'axe 3B qu'on a évoqué tout à l'heure, mais de façon plus générale, c'est important quand même d'avoir un projet qui s'inscrit dans une logique d'optimisation, hein, qu'elle soit matière ou énergie. La maturité du projet, ça se traduit par
voilà, une cohérence dans les plannings, un porteur de projet qui est réactif quand on lui pose des questions, qui a un projet qui est cohérent, qui a justement une assise aussi sur le plan financier avec d'autres financements. Et puis ensuite, vous avez voilà, les quelques autres critères sur des logiques plus territoriales, la logique de circuit de proximité, l'impact social et financier du projet, c'est les emplois et les, le, le financement au sens l'impact sur notamment le chiffre d'affaires, mais pas que, hein, c'est plutôt la valeur ajoutée. Et puis le dernier point, alors qui est peut-être assez important en termes de justification, c'est l'incitativité de l'aide. Je reprends là-dessus parce que quels que soient les financeurs, hein, d'ailleurs, que ce soit un conseil régional, l'ADEME ou d'autres financeurs, c'est le point nécessaire chez nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas financer un projet si on n'est pas capable de démontrer l'incitativité. Donc ça, c'est quand même un point. Donc c'est un point dans le dossier que vous devez détailler. Donc ça s'appuie sur votre plan de financement et sur votre compte de résultat prévisionnel, mais aussi sur cette capacité à dire, est-ce que, bon voilà, on sait bien que dans certains cas, le projet se serait fait potentiellement quand même, mais en quoi l'aide publique va permettre de le réaliser plus vite, d'aller peut-être plus loin dans les investissements, d'optimiser ces investissements. C'est ça qu'il faut réussir à démontrer dans ce paragraphe. Voilà, et puis je pense que j'en ai peut-être fini. Je ne sais pas s'il y a une dernière slide, je ne me souviens plus. Non, la slide Non, c'est bon. suivante est la slide sur les temps Eh ben, c'est d'échange. parfait. Donc, merci Sylvain. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, ben donc, tout est clair, tout a été dit, il n'y a plus qu'à travailler. Pour rebondir sur ce que tu disais, Sylvain, en effet, par rapport aussi au rôle des FIBOA, donc en effet, on est une porte d'entrée pour accompagner à différents niveaux les entreprises. Donc, Guillaume, je te laisse la parole pour compléter un peu ce point. Oui, tous les FIBOA accompagnent et orientent. On verra juste après la diapo suivante, les contacts de tous. Donc, voilà, on les a, 12 contacts pour 12 FIBOA en France. On accompagne quel que soit le niveau de maturité et si c'est plus complexe, on travaille avec des consultants. On oriente surtout vers des consultants. Il y a d'autres organismes aussi. J'ai vu Apolline de Xylofutur. Je crois qu'elle est de Xylofutur. Et voilà, le principal, c'est de vous rendre le projet le plus robuste possible jusqu'au dépôt du projet auprès de l'ADEME. Et surtout, le conseil, c'est faites-vous connaître aussi, faites connaître votre projet pour mieux le promouvoir auprès des techniciens, des élus, de vos confrères, sur le marché en général. Et puis, nous sommes là en premier maillon pour vous orienter. Merci pour compléter, Guillaume. En effet, même une fois le projet accompagné, développé, mis en œuvre, on est aussi là pour vous accompagner aussi sur sa communication, sur son déploiement auprès des acteurs de notre réseau. Bien, s'il n'y a toujours pas de questions, eh bien, vas-y, Guillaume. J'en ai une petite, du coup, je profite. On avait fait un webinaire le 24 avril dernier. Et j'ai vu que vous pouviez intervenir sur le volet immobilier si c'était directement lié à l'investissement de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez intervenir uniquement sur le bâtiment ou est-ce qu'il faut que vous interveniez aussi sur la partie matérielle? Oui, alors c'est vrai que ce volet-là, il y a un peu plus d'ouverture que pour les dispositifs passés, hein. Les dispositifs passés, ils étaient vraiment sur un régime d'aide très spécifique qui était le régime relance durable. Et là, c'était vraiment équipement productif spécifiquement. Alors que là, on est sur des régimes d'aide où si on montre en quoi le bâtiment est vraiment lié au projet de développement, par exemple d'activité, ça peut passer. Par contre, clairement, un projet de bâtiment seul, il faudra vraiment montrer en quoi il est bien lié au développement de l'activité. Ça risque d'être quand même compliqué. La logique pour nous est quand même plutôt un projet. Voilà, je prends un exemple simple parce que c'est peut-être plus facile de l'illustrer comme ça. On développe une nouvelle ligne de lamellé collé. Pour faire cette nouvelle ligne de lamellé collé, il faut un nouveau bâtiment. Le nouveau bâtiment qui héberge cette ligne, il peut faire partie du financement. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, si on a un développement d'activité qui est par exemple sous forme, voilà, un développement, faire un nouveau bâtiment de stockage, on est un peu plus limite parce que bon, il faudrait montrer en quoi il y a cette nécessité de stockage. Alors, ça peut ne pas être complètement aberrant. Je pense notamment au lien avec le premier axe
où on va avoir des besoins de transformation rapide de certains bois, notamment dépérissants, qui nécessiteront peut-être de stocker un peu plus de produits finis. Mais disons que là, pareil, voilà, c'est vraiment dans le dossier. Si on n'a qu'un bâtiment de stockage seul, sans lien clair avec le développement de l'activité, j'aurais plutôt tendance à dire non. Mais voilà, il y a une ouverture, mais elle est quand même à lier fortement au développement de l'activité. Et j'aurais un conseil aussi, ceux qui participent au webinaire, pour étudier l'incitativité. Je vous recommande grandement de préparer un prévisionnel bien détaillé avec nous ou avec votre expert comptable pour bien montrer que dans la manière dont vous allez amorcer votre projet, enfin les premiers coûts de vos investissements, montrer que votre trésorerie est forcément impactée, qu'il faut un temps au démarrage. Et c'est ça aussi l'incitativité qu'il faut démontrer. Le prévisionnel est un premier livrable pour dire voilà, on a besoin de l'aide de cet appel à projet. Moi, j'aurais une question par rapport à une industrie lourde, un fabricant de panneaux qui souhaiterait développer une ligne de tri et une ligne de broyage de réemploi de bois. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est potentiellement aidable par cet appel à projet ou il faut uniquement utiliser des bois dépérissants ou alors des bois qui viendraient directement de la forêt, où le réemploi est tout à fait un gisement possible. Oui, ça rentre bien dans l'axe 2. En fait, ça rentre bien dans l'axe 2. Alors attention, parce que c'est vrai qu'il faut que ce soit pareil, lié quand même au procédé de transformation. C'est-à-dire que faites une ligne de tri et de broyage intégrée, par exemple, dans une ligne avec une ligne de fabrication de panneaux, ça rentre sans problème. Par contre, si on est sur une plateforme de recyclage qui va développer une ligne de broyage et de tri, mais dont là, j'aurais plutôt tendance, enfin, il va falloir démontrer sacrément qu'il est en lien avec la valorisation matière, parce que voilà, on sait bien qu'en fait, les plateformes de façon générale de broyage de bois ou de préparation de bois, elles peuvent aller aussi bien de la valorisation énergétique que de la valorisation matière. Donc, si on est sur une ligne de tri et de broyage intégrée à une plateforme, à une unité de transformation de panneaux, il n'y a pas de problème parce que là, c'est bien lié à la transformation matière. Si par contre, elle est sur une plateforme plus générale de gestion de déchets, là, j'aurais plutôt tendance à dire non. C'est plutôt lié à une industrie du panneau, donc ça poserait pas de souci. Voilà, là, Et comme- la partie plateforme aussi pour le stockage de déchets de bois, toujours rattaché avec cette usine de panneaux. Est-ce que ça, c'est quelque chose que l'on peut inclure dedans ou par défaut, ça Oui, c'est alors exclu? c'est là qu'il faut montrer, disons, là, pareil, la plus-value et par rapport en fait aux investissements, en quoi voilà, ils permettent de développer l'activité, de permettre de collecter plus de déchets de bois pour répondre voilà, si en fait, ce qui peut être toujours, c'est toujours le lien, c'est-à-dire que si c'est un fabricant de panneaux, voilà, que ça permet d'augmenter sa capacité à intégrer ces matières-là dans la fabrication de panneaux, et que donc il y a tous les investissements qui vont du stockage des déchets jusqu'à la préparation pour intégrer en valorisation matière, ça rentre dedans. Après, c'est encore mieux s'il y a aussi un développement de l'activité complémentaire. Enfin, en fait, tout ça va, mais globalement, ça peut être à isoproduction, hein, puisqu'on sait bien que voilà, aujourd'hui, un fabricant de panneaux, voilà, ça va être souvent pour substituer la partie ressources forestières par des ressources plutôt bois en fin de vie, quoi. Et donc ça rentre tout à fait dans l'axe 2. Très bien, merci. Il y a une question de Cédric Luneau. Oui, c'est par rapport à l'axe 1 et la valorisation des peuplements dépérissants. Est-ce que pour vous, présenter des contrats d'approvisionnement de bois dépérissant ou des factures d'achat de coupe dépérissant sur pied, est-ce que ça rentre dedans ou est-ce qu'il vous faut une analyse d'un expert mandaté pour justifier que le peuplement était bien dépérissant au moment de l'achat? En fait, il y a un peu de niveau. Les contrats d'appro sont effectivement des éléments
de sécurisation d'ailleurs des éléments un peu de preuve qui pourraient même être a posteriori, hein, parce que c'est vrai qu'au moment de déposer le dossier, on peut imaginer que c'est pas toujours facile d'avoir peut-être des contrats d'appro, en tout cas qui respectent l'ensemble des volumes qui sont imaginés dans le cadre du dossier. Donc ça, c'est pas forcément gênant de ne pas avoir tous les contrats d'appro. Par contre, il y a deux notions. C'est-à-dire qu'il faut être capable de montrer en quoi dans le territoire concerné, il va y avoir les ressources disponibles par rapport aux D'accord. ressources engagées. Donc là, on est plus sur du descriptif et sur des éléments probants par rapport au peuplement concerné. Mais bon, je dirais que là, ce n'est pas forcément un peuplement isolé. Et après, il y a effectivement les éléments de preuve, et ça vaut le coup. Il faut que dans le dossier, on puisse évoquer comment le porteur va être capable d'apporter la preuve qu'il a bien des bois issus de peuplement dépérissant. Et donc là, effectivement, rentre le côté contrat d'appro qui vont jusqu'à... c'est-à-dire que l'idéal, c'est de remonter jusqu'à la parcelle, mais on sait bien que ce n'est pas facile. Donc en fait, ce qu'il faut quand même, c'est avoir des structures associées qui sont capables de préciser où sont ces gisements et comment ils vont être utilisés, et que dans les contrats, on ait bien, on va dire déjà des intitulés qui correspondent à la ressource. Je prends un exemple simple, c'est un peu comme on avait sur le bois énergie, pour faire le parallèle. Quand vous allez sur bois énergie, que vous dites que vous utilisez de la plaquette forestière et qu'il y a marqué sur le bon de livraison bois, quoi. Bon, bah là, voilà, on ne sait pas. Donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut quand même un système de traçabilité mis en place par les porteurs qui permet de remonter au maximum vers les peuplements concernés. D'accord. Et ça, c'est bon. Mais je sais que ce n'est pas forcément toujours facile de le décrire dès le dépôt du dossier. Donc c'est pour ça qu'il y a, pour nous, d'être le plus précis possible sur les ressources concernées au moment du dossier. Plus il y aura d'engagement ou au moins de lettres d'intention d'acteurs partenaires, mieux ce sera. Et après, pendant l'instruction, on peut imaginer quelques allers-retours pour vérifier la cohérence, on va dire, du dossier, quoi. Par rapport à aussi une dernière chose, toujours sur cet aspect dépérissement, vous parlez majoritairement, on est bien d'accord du coup que c'est un ratio mix produit, puisqu'une entreprise peut difficilement se positionner sur un approvisionnement 100% bois dépérissant, par exemple. Oui, on est bien d'accord. C'est bien Ouais. cette logique de mix. Alors après, on peut imaginer un projet qui serait exclusivement sur des bois comme ça, mais on y croit quand même qu'à moitié aussi. Et puis c'est normal que le porteur se borde avec d'autres types de bois. Donc non, on est bien sur une logique de répartition. Et d'ailleurs, nous, alors on le D'accord. dit pour le porteur, c'est transparent entre guillemets, mais c'est important qu'il l'ait bien à connaissance. C'est que, en fait, c'est ça qui va justifier aussi du niveau de financement. En fait, si on est sur un projet où il y a un mix, ce qui est logique, hein, sur une chaîne par exemple qui serait dédiée, peut-être on va prendre quelque chose de simple, à moitié pour des bois dépérissants et à moitié pour des bois, on va dire entre guillemets lambda classiques, on va considérer que finalement il y a 50% de l'investissement qui est lié au bois dépérissant, et sur ces 50%-là, on pourra appliquer des taux d'aide qui sont supérieurs aux taux d'aide sur la ligne de, entre guillemets, de sillage classique, quoi. Donc ça, D'accord. ce sera entre guillemets notre travail, mais qui n'est pas d'ailleurs très simple, mais de répartir effectivement en fonction, enfin dire des justifications qui sont apportées. C'est là aussi que nous, voilà, on peut aussi avoir un porteur qui va nous dire, bon, voilà, je vise 50%, mais j'ai un disponible qui est peut-être limité dans la zone, etc. Donc je ne sais pas trop. C'est un objectif qui paraît peut-être un peu optimiste. Et donc dans ce cas-là, on va peut-être nous dire, bon, bah, on pense que c'est plus cohérent de partir sur du 30-70 plutôt que du 50-50, par exemple, hein. Donc ça, c'est plutôt le côté instruction, et on le fera évidemment avec maximum de visibilité aussi pour le porteur dans l'instruction, même si cette instruction, vous l'avez bien compris, elle est à la fois c'est court pour les porteurs, mais c'est aussi court. Donc au moins on s'est imposé les mêmes contraintes que les porteurs, c'est-à-dire que les porteurs ont une durée courte pour déposer, mais nous on a une durée relativement courte pour instruire derrière. Merci beaucoup pour cet éclairage. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie à tous pour votre participation à ce webinaire co-organisé par FIBO Occitanie, FIBO Sud, FIBO Grand Est, le réseau des FIBO, FIBO France et l'ADEME. Donc, je reconfirme à tous les participants, notamment ceux qui sont arrivés en cours de route, que le webinaire était enregistré et vous sera envoyé directement à vous qui étiez inscrits, et puis sera diffusé à travers le réseau des FIBO. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie et je close ce webinaire. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.